Bonjour et bienvenue sur les ondes de Limo. Je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et je suis très heureuse de partager avec vous ce nouvel épisode au fort goût d'innovation, d'intelligence, de collaboration et d'aventures humaines et technologiques appliquées à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre invité, c'est Guillaume Joubert de la société Autodesk. Il va nous faire voyager dans le BIM, c'est-à-dire dans la modélisation des informations du bâtiment appliquée à la rénovation des espaces qui entourent la cathédrale. La société pour laquelle il travaille, Autodesk, mettant à la disposition des acteurs du chantier la technologie BIM et les logiciels associés. Bonjour Guillaume Joubert. Bonjour Anne-Sandrine. La ville de Paris a organisé un concours d'architectes en vue d'aménager les espaces situés autour de la cathédrale de Notre-Dame. Avant de revenir sur ce projet en particulier, parce que vous suivez aussi énormément de projets au sein d'Autodesk, on pourrait de façon générale présenter les logiciels produits par Autodesk, quels usages en sont faits et quelles sont les cibles de professionnels visés par vos équipes. Bien, merci Anne-Sandrine pour cette question. Alors, l'entreprise, en fait, Autodesk, est née en 1982. C'est une entreprise californienne. Voilà, on a d'ailleurs soufflé notre 40e bougie le 30 janvier dernier. On a plus de 62 millions d'utilisateurs au travers le monde. On sert 3 secteurs d'activité. Il y a le premier secteur d'activité qui est le bâtiment et les travaux publics. Voilà. Le deuxième secteur qui est l'industrie, donc faire des voitures, faire des avions, mais également faire du mobilier ou des choses comme ça. Et puis il y a également le média et le divertissement dans lequel on va pouvoir avoir des logiciels qui vont pouvoir modéliser des choses qui n'existent pas, comme pour Avatar par exemple, ou le livre de la jungle, ou des choses comme ça. Sans que le grand public en soit réellement conscient. Exactement, c'est exactement l'objectif. Alors on est très connu pour notre logiciel phare qu'on a édité il y a 40 ans, qui est un logiciel de dessin assisté par ordinateur qu'on appelle AutoCAD. Mais aujourd'hui on est beaucoup plus que ça. On est un véritable partenaire aujourd'hui qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en parlant de transformation digitale, il y a une véritable transformation qui s'exerce dans le milieu du bâtiment et des travaux publics qu'on appelle le BIM. Donc cet acronyme, BIM... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, BIM ? Voilà, alors, le BIM, donc, c'est un acronyme anglophone qui veut dire Building Information Modeling, donc modélisation des informations pour la construction. C'est une évolution, en fait, des méthodes de travail dans le monde. Du BTP, on va parler d'avant. Donc il y a 40 ans, c'était une évolution vers la CAO qui s'intéresse à mettre en plan ce que l'on faisait sur la table à dessin. D'accord. À cette époque-là, il devait se coordonner avec ces plans 2D produits. Alors le plus du plan, c'est qu'on filtre les informations pour se focaliser sur des points précis, et généralement pour le bénéfice de celui qui le produit. Le moins de ça, c'est que bien sûr, c'est une vision partielle, et en particulier... à plat. Voilà, c'est ça, à plat, et donc du coup, et pas forcément pour les activités connexes. Et justement, les activités connexes avec les autres interlocuteurs, c'est bien la problématique. Et les problèmes arrivent quand on doit coordonner cela avec les différents acteurs d'un projet, en fait. Et donc du coup, dans la méthode BIM, on utilise des logiciels qui sont orientés métier, d'accord. Donc pour les architectes, pour le gros œuvre, pour le plombier, pour le concepteur de route aussi, puisqu'on peut le faire aussi également dans le domaine des infrastructures linéaires. Et donc, c'est orienté objet, c'est-à-dire qu'on ne manipule plus des lignes, des cercles, des ellipses, mais on manipule des murs, des dalles, des poutres, des poteaux, des fenêtres. On manipule des voies, des chaussées, des câbles électriques, des panneaux de signalisation. Et du coup, on fait de la 3D directement, avec des informations qui sont attachées à ces objets. Qu'est-ce que ça change, ça, dans la vie quotidienne des professionnels ? Ça change à peu près tout, puisqu'en fait, on prend en considération l'aspect métier directement. On n'est plus dans juste la projection 2D des choses. Donc, ça demande aussi de considérer des problématiques très fortes dès le début. C'était pas comme ça avant. Faire des plans, c'est moins engageant que de faire de la 3D directement, puisqu'on prend en considération aussi les métiers des autres. Et donc c'est l'avantage de construire avant de construire avec ce type de méthodologie. Et donc par conséquent, en fait, on manipule plus des plans, on manipule des modèles, des maquettes numériques, d'accord. Et donc tous les métiers qui interviennent autour du projet peuvent fusionner leurs modèles, d'accord, dans une seule et même maquette. Et donc pour notamment éviter les erreurs de coordination, par exemple une canalisation ou un conduit de ventilation qui traverse un élément de structure comme une poutre, un poteau ou un voile porteur par exemple. Ou également on peut extraire des informations ou générer des vues aussi. Générer des vues, faire des plans, c'est-à-dire ce qu'on faisait avant. Bien sûr, ça, on peut le faire quand même, puisque bien sûr, pour la mise en œuvre sur chantier, c'est très pratique de pouvoir mettre ça en œuvre. Puis il y a également tout ce qui est la partie plan, quantité, surface, qu'on peut sortir automatiquement grâce à ça, puisque
comme on modélise, on a tout ça à portée de la main. Et puis, tout ça avant que cela soit construit ou également une fois que c'est construit. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on parle après de jumeau numérique. Et ce jumeau numérique permet d'améliorer l'exploitation et la maintenance, puisque, en fait, grâce à ce patrimoine qui est construit en digital, on peut suivre ce qui se passe dans le réel. Vous voulez dire le vieillissement du bâtiment ? Alors, on peut prédire effectivement certaines choses par rapport à ça. On peut enregistrer aussi ce qui se passe toute la vie grâce à l'historique. On va pouvoir optimiser pour être plus intelligent dans sa gestion, dans son exploitation par rapport à ça, tout à fait. Alors, pour arriver du début de la conception jusqu'au jumeau numérique, le BIM, en fait, c'est un moyen pour une fin. C'est-à-dire que cette méthode, elle permet d'arriver à cette fin-là. Il ne faut pas nécessairement faire un jumeau numérique pour mettre en place du BIM. Du BIM, on peut en mettre n'importe quand dans le design, dans la construction, etc. Mais en tout cas, c'est un moyen pour une fin. Et puis, ce type d'approche, si on zoome vers l'arrière, en fait, ça peut s'apercevoir que, on peut le faire à l'échelle des quartiers, on peut le faire à l'échelle des villes, on peut le faire à l'échelle des territoires. Et donc, du coup, tout ça, ça permet de prendre des décisions vraiment avisées autour des projets. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir justement avoir de l'intelligence, avoir des raisonnements sur le développement durable. Par exemple, grâce à ces méthodologies-là, on est capable de connaître l'origine des matériaux pour pouvoir construire une route, par exemple, et optimiser les choix de structure de matériaux pour diminuer l'empreinte carbone, par exemple, d'une route, ou optimiser aussi également son coût. D'ailleurs, au passage, c'est pas incompatible. Donc, vous voyez, ça permet vraiment de prendre des décisions avisées. Et donc, du coup, avec ce qui existe aujourd'hui dans ce domaine-là, avec l'explosion démographique qu'on connaît, avec l'ONU, ce qu'on prévoit en 2050, le doublement des populations dans les villes, alors qu'il ne se fera pas de la même manière, bien sûr, partout dans le monde, mais en tout cas, c'est un enjeu très fort et sur lequel, en fait, le BIM va être un moyen, en tout, pour pouvoir répondre mieux à ces challenges-là. Vous construisez donc en digital avant de construire en réel. C'est ce que vous dites hors micro. C'est ça, exactement, exactement. On était très dans le futur, ou alors dans le présent qui ressemble terriblement à un futur fou. On va revenir en arrière avec votre projet Notre-Dame. De quoi s'agissait-il ? Je vais rappeler un petit peu comment ça s'est passé au niveau du contexte. Le 15 avril 2019, quand la catastrophe arrive, je me souviens, je pense que tout le monde se souvient généralement quand des icônes tombent. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour le World Trade Center, je savais exactement où j'étais, etc. Je pense que c'est quelque chose qui marque. Et je me souviens, j'étais en réunion avec des collègues américains. C'est les Américains, d'ailleurs, ces collègues américains qui m'ont mis au courant que Notre-Dame était en flammes. J'étais juste... c'était bouleversant. Oui, choqué, tout à fait. Parce que là, pour le coup, ça nous touchait directement, nous, Français. Je me souviens avoir, d'ailleurs, conversé avec mon vice-président, qui est français également. On a fait la même école, qui était à 2 pas de l'île de la Cité, de la même école d'ingénieurs. Ça nous a marqué. Notre président-directeur général, il a une femme française et avec une très, très grande sensibilité vis-à-vis de la France. Ça résonnait. Ça a carrément résonné, oui. Et donc... vous êtes sensibilisé à la question de Notre-Dame, de la possibilité et du devoir de la reconstruire un jour. Oui. La ville de Paris lance un concours. Oui. Et... Alors, la ville de Paris lance un concours et donc, du coup, nous nous intéressons bien évidemment à pouvoir aider l'établissement public pour la rénovation de Notre-Dame, puisque on s'est impliqué à ce sujet-là, d'accord, dans lequel on a un mécénat financier de compétences avec l'établissement public, dirigé par le général Georges Lain, mais également, comme la ville de Paris était maître d'ouvrage des abords, travaillant en partenariat avec l'établissement public et le diocèse, on s'est rapproché pour proposer nos services et une nouvelle fois renforcer notre engagement, parce que en fait, nous nous sommes déjà engagés avec la ville de Paris il y a maintenant, ça s'est terminé en 2018 pour la rénovation du grand site Tour Eiffel, un grand site de 50 hectares, dans lequel on a mis justement une méthodologie BIM en phase concours, donc vraiment très basée sur la visualisation et la coordination digitale des métiers. Et donc, du coup, on souhaitait remettre ça en place, puisque ça a été un franc succès. En tout cas, la ville de Paris avait apprécié comment la démarche en termes de qualité. Et donc, du coup, on voulait mettre exactement ça en place également pour ce projet de 5 hectares. Et donc, du coup, la ville de Paris lance ce concours de réaménagement pour redéfinir un peu l'expérience utilisateur, puisque bien sûr, il y a Notre-Dame qui va être rénovée, mais il faut un peu donner un écrin à l'icône. Oui, parce que là, on parle des espaces situés autour de la cathédrale. Exactement. Et donc, du coup, c'est améliorer l'expérience utilisateur des riverains, des travailleurs, des Parisiens, des touristes. Et puis, bien sûr, pour toutes ces personnes qui sont aussi, qui peuvent être intéressées par le culte. C'est important. Et puis, après, pour ce concours, en fait, il y a eu... Alors, c'était
pleine pandémie sur la recherche des candidats. Il y a eu 39 candidats qui se sont présentés. Il y en a 4 qui ont été sélectionnés pour participer à ce concours. Les candidats sont des architectes, des cabinets d'architecture. Tout à fait. Ce sont des cabinets... c'est dirigés soit des urbanistes, soit des cabinets d'architectes, mais c'est vraiment beaucoup d'équipes. Il y a des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des spécialistes du patrimoine et des monuments historiques, des sociologues, parce qu'on parle de l'expérience utilisateur. Oui, puis la cathédrale, elle est au cœur de la ville. Elle est au cœur de la ville, évidemment, c'est au cœur de votre métier, ça. Et puis, alors, de l'environnement aussi, programmation d'espaces publics, et puis bien sûr des bureaux d'études, parce que bien sûr, il faut que les choses tiennent, et il faut qu'elles soient mises correctement en œuvre. Donc voilà, ce sont des très grosses équipes. Alors, sur ces 4-là, il y a l'équipe donc, du paysagiste Michel Desvignes, qui est dirigée par le paysagiste Michel Desvignes. Il y a également l'agence d'architecture d'Aymeric Antoine et Pierre Dufour. Il y a l'équipe également menée par l'urbaniste paysagiste Jacqueline Hostier associée. Et puis il y a l'équipe menée par le paysagiste Bureau Bassemet. Ces 4 équipes, elles vont devoir prendre en compte l'espace d'une surface d'environ 5 hectares, comme je l'ai dit, comprenant le parvis de la cathédrale, les espaces souterrains comprenant la crypte archéologique et un parking sur 2 niveaux. Alors ça, c'est enterré, mais malgré tout, c'est hyper important de savoir les situer justement dans l'espace, et BIM apporte énormément de valeur là-dedans. Pourquoi savoir situer ce qui se passe sous la terre, qu'on ne voit pas, c'est très intéressant de pouvoir voir ça, puisqu'en fait, c'est une contrainte qu'on va pouvoir... en fait, on peut voir ce qui se passe sous terre dans le monde digital, ce qui n'est pas vrai dans le monde réel. Par contre, le fait de le voir, ça permet de pouvoir s'approprier en fait, des contraintes du site et de savoir ce qu'on peut faire de ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, du coup, ça permet il y aura également le square Jean 23, le square Île-de-France qui est derrière la cathédrale. Il y a ça va jusque à la pointe de l'île de la Cité avec le mémorial des martyrs de la déportation. Les quais de Seine haut et bas, et puis toutes les rues adjacentes, donc rue du Cloître Notre-Dame, rue de la Cité, quai de l'Archevêché. Au niveau des dates, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que l'équipe gagnante soit sélectionnée pour l'été 2022. La construction devrait commencer en 2024 et s'achever en 2028. Comment est-ce que ces 4 équipes vont travailler avec le logiciel ? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire ? Et comment est-ce que vous allez les accompagner ? On va parler d'abord un peu des outils. Oui. Alors moi, en ce qui me concerne, il va y avoir la modélisation. On a construit en fait en digital avant de construire. C'est principalement le bénéfice qu'on souhaite apporter sur la coordination des métiers, puisque ce sont des métiers larges. On a dit, il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont différents. Et donc, du coup, modéliser l'existant, c'est donc la première démarche. Pour ça, on a créé un modèle 3D de la zone existante entourant la cathédrale de Notre-Dame, ce qui permet aux équipes en lice de mieux comprendre ces contraintes de site, encore une fois, et les aide donc du coup à donner vie à leur projet, mais en prenant en compte cela. Et pour ce faire, on avait besoin de différentes sources d'informations, d'ailleurs, que la ville de Paris nous a données. Donc il y avait des cartes de leur système d'information géographique, des plans, des photos du site. On a également réalisé des relevés complémentaires avec un partenaire qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine, donc avec des nuages de points, pour pouvoir remodéliser ce qu'on a pu avoir et à mettre à disposition pour les candidats. À partir de cette collection de données, on a pu donc modéliser donc, les conditions existantes, grâce à, bien sûr, sur nos technologies. Et ce qui est important, c'est vraiment ce point de départ pour la conception finalement, parce que c'est vraiment on s'approprie le site et les contraintes, et c'est la base pour pouvoir commencer n'importe quel type de conception. Et c'est pas fait à partir de plans, c'est fait à partir d'un modèle. Et puis donc cette approche, elle est vraiment stratégique, et elle est stratégique, et c'est un véritable moyen également pour aligner les équipes, puisque la collaboration elle est au centre de tout ça, puisque les équipes entre elles, au sein même de la même équipe, on peut du coup réfléchir et s'aligner sur des endroits qui sont plutôt inaccessibles à ce jour, parce qu'en fait c'est fermé quand même sur certains endroits. Et donc du coup on a cette possibilité-là. Et puis bien entendu c'est un moyen pour s'accorder avec l'équipe projet de la ville de Paris. Et puis
les jurys aussi à la fin. Ce qu'on a pu mettre aussi à disposition, c'est une plateforme cloud qui permet en fait d'accéder aux données du programme, des études, des données complémentaires dont j'ai parlé au préalable, les données environnementales, sociologiques que met à disposition la ville de Paris, et bien sûr nos modèles 3D du site qui sont à disposition des candidats sur notre plateforme collaborative. Et donc du coup, ils peuvent visualiser les documents, les plans, tout ça en ligne, et ça permet donc une collaboration efficace en temps réel avec des équipes du concours et l'équipe projet de la ville bien sûr et nous. Donc du coup on a possibilité vraiment de se coordonner et d'échanger nos informations un peu en temps réel. Et puis la dernière chose, les livrables de visualisation, les candidats vont en fait réaliser leur conception, etc. Et puis nous on va être en charge de prendre leur conception et de les fusionner dans le modèle des conditions existantes et fournir en fait cette expérience utilisateur. Alors on va produire 4 films, donc on va faire 4 modèles. On va produire 4 films et 4 modèles de réalité virtuelle sur lesquels, en fait, avec un moteur de jeu, les jurys pourront éventuellement apprécier l'expérience utilisateur au travers d'une expérience en réalité virtuelle ou via les films, comme je vous l'ai dit. Finalement, on accompagne la ville de Paris dans cette approche numérique. On donne notre expertise technologique, notre expertise métier, puisqu'en fait, c'est un peu la convergence des deux. Là, maintenant, c'est des logiciels métiers avec une connaissance digitale à avoir. On a tout d'abord, bien sûr, travaillé avec l'équipe projet de la ville pour définir un peu le périmètre de mise en œuvre. D'accord. Alors dans cette approche de modélisation, il est important de bien comprendre que nous sommes dans un concours là, et qu'il faut être flexible dans l'approche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger la même chose en termes d'investissement sur justement la quantité d'informations qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur des modèles quand on est en phase concours que quand on est en phase détaillée, qu'on est sélectionné. Donc il faut donner le bon curseur, il faut amener le bon curseur dans une phase de concours. On ne peut pas exiger des choses très très avancées en termes d'informations, par exemple, à exploiter pour pouvoir sortir des quantités ou des choses comme ça. On ne va pas pouvoir exiger les mêmes choses en phase concours. Ce qui veut dire que le lauréat reprendra son travail une fois nommé, c'est ça? Alors, le lauréat, effectivement, pourra reprendre ça et pourra agrémenter et venir ajouter de l'information à l'intérieur. Mais on ne peut pas faire ces comparaisons-là avec un énorme investissement pour comparer, en tout cas sur des valeurs d'information qu'on peut mettre autour de ces modèles. Donc principalement ces objectifs, parce que généralement le BIM il faut un objectif derrière, c'est donc de la coordination en fait, voir et comprendre plus simplement et pour le jury d'avoir des choses qui soient comparables. Alors il faut être flexible comme j'ai dit, et puis également les métiers sont plus ou moins avancés en fonction des expériences, c'est-à-dire que le métier du bâtiment c'est un métier qui est assez avancé dans le domaine du BIM. Les métiers horizontaux ils sont un peu moins avancés aujourd'hui. Ils sont en train de se transformer, c'est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que c'est les métiers horizontaux? Alors les métiers horizontaux, c'est paysagiste, la route, les rues, tous les métiers en fait qui vont s'occuper autre que le bâtiment dans le volet aménagement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut apporter une certaine flexibilité puisque il faut s'adapter au rythme de la transformation de toutes ces entités qui doivent... Vous l'accélérez aussi? Alors bien sûr, mais le but c'est de les accompagner. Donc du coup, on fait des ateliers pour ça, on essaie de comprendre où est-ce qu'ils en sont, pour évaluer ce qu'on va pouvoir faire pour apporter notre soutien et puis partager les meilleures pratiques autour des solutions. Après, nous, on a fourni ce modèle 3D des conditions existantes, mais aux 4 équipes, mais aussi les explications sur son exploitation, parce que pour pouvoir l'exploiter, il faut le comprendre. Il y a des méthodologies derrière qui doivent être mises en place pour s'assurer d'une bonne appropriation du site à proprement parler. Voilà, pour que toutes les conceptions et modélisations des candidats puissent être fusionnées dans un même modèle le plus efficacement possible. Il y en a qui sont très sensibles au géoréférencement, mais il y en a qui le sont un peu moins. Donc du coup, il faut vraiment accompagner toutes ces équipes pour être le plus efficace possible dans cette approche de fusion des métiers au sein d'un même modèle. Et pour en fait avoir en fait un quartier complet. Puisque là, c'est un modèle de quartier, en fait. Voilà, alors, la majeure partie des corps de métier travaillent sur nos technologies, ça facilite grandement nos discussions. Somme toute, bien sûr, il y a des personnes qui utilisent aussi d'autres types d'outils, et quand je parle de flexibilité, bien sûr, on accompagne, en fait, ces conceptions dans une méthode totalement ouverte, afin qu'on soit le plus efficace possible avec les habitudes de travail de chacun. On a également collaboré avec l'équipe projet de la ville dans l'organisation de la plateforme collaborative pour organiser l'accès à l'information, l'automatisation de la diffusion de l'information et la mise en œuvre de contrôles d'opérations automatisés. Alors ça permet la collaboration à distance et encore une fois avec la période que nous vivons actuellement, cette collaboration à distance elle est
essentiel, c'est une véritable bénédiction d'avoir ce genre de plateforme pour coordonner l'ensemble de ces acteurs. Alors maintenant, parler du futur... Mais est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, je peux inventer une ville ? Réinventer une ville, pardon. Ah bien sûr, on peut Oui. complètement... Parce que Notre-Dame, c'est un tout petit exemple, au fond. Oui, tout à fait. C'est qu'un tout petit exemple, on peut complètement réinventer des espaces, et c'est tout l'avantage de pouvoir avoir ce type de méthodologie en prenant en compte des choses plus durables, en tout cas. Avec cette croissance de la population, il va falloir être sensible par rapport à tout ça. J'ai lu sur votre site internet une phrase que je trouve extraordinaire. « N'attendez pas le progrès, créez-le ». Oui, tout à fait. Il faut être innovant, faut parfois innovant, visionnaire, c'est-à-dire vraiment dans les arcs de transformation, être en avance. Il va falloir s'adapter à cette croissance démographique, et le meilleur moyen de s'adapter, c'est d'inventer et de recréer la manière de ce qu'on fait aujourd'hui. On ne pourra pas continuer à vivre comme on vit aujourd'hui avec ce qui nous attend demain, et donc du coup... il faut être capable de faire plus, mieux, avec moins d'impact négatif. Et le seul moyen pour repenser ça, c'était d'être innovant et de créer cette innovation et d'avoir une vision et s'y tenir.